Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le studio de la MTA France pour un nouvel épisode de l'Édito. Alors aujourd'hui, nous allons discuter au sujet du miel, cet aliment qui non seulement a des qualités exceptionnelles, mais a également un goût très délicieux. Nous allons donc nous aider des articles publiés dans la Revue des religions qui sont les suivants. On a donc les découvertes étonnantes que les scientifiques ont faites sur les pouvoirs de guérison du miel. Et le second est Miel, nectar doré de la nature. Tous deux ont été rédigés par Dr Tossif Khan. Alors pour donner suite à cette discussion, nous avons aujourd'hui à nos côtés Madame Hania Ahmed. On avait l'habitude de vous avoir via l'application Teams. Aujourd'hui, on a donc l'occasion de vous avoir en présentiel au studio de la MTA France. Vous êtes donc la secrétaire de la prédication de Strasbourg. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et nous avons également avec nous Madame Emouna Khan, qu'on a l'habitude de voir sur le plateau. Alors vous êtes la secrétaire générale du secteur de Bobigny. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le miel qui est un aliment connu par tous, mais on connaît très peu sa procédure de fabrication ou bien ses caractères nutritionnels ou alors ses bienfaits naturels. Alors on va donc voir tout cela dans l'épisode d'aujourd'hui. Je laisse donc la parole à Hania. Je vais commencer, j'aimerais d'ailleurs que vous commencez par nous expliquer le processus de fabrication du miel, s'il vous plaît. D'accord, donc Sarah, comme vous l'avez expliqué très bien, le miel, c'est le produit de la ruche qui est le plus connu. Il est connu de toutes les civilisations et il est considéré comme un aliment donc naturel, sain, ayant plusieurs propriétés et récolté par les abeilles. Donc voilà, c'est le miel et comment il est fabriqué. Son processus de fabrication est tout aussi intéressant. Il faut savoir qu'il y a 20 000 espèces d'abeilles dans le monde entier et que le miel est fabriqué par l'espèce Apis mellifera, donc connue aussi sous le nom de abeille à miel. Et bien que le nectar qui est récolté par les abeilles soit issu de fleurs, il faut savoir que c'est uniquement les abeilles qui rentrent dans le processus de fabrication. Donc ce sont les abeilles, donc les grands acteurs de la fabrication du miel. Il faut savoir qu'après s'être reposée sur la fleur, l'abeille va récolter ce nectar. Donc c'est un liquide sucré qu'on trouve à la surface des fleurs. Les abeilles vont l'aspirer et elles vont le stocker provisoirement dans leur jabot. Donc ce jabot peut être considéré comme un réservoir pour justement le stocker jusqu'à ce qu'il retourne jusqu'à la ruche. Voilà, donc il faut savoir qu'une fois que le nectar est dans le jabot de l'abeille, la composition chimique va se modifier grâce à quelques enzymes qui vont rentrer en action, ainsi que le pH, ce qui va permettre de stocker plus longtemps le miel, d'accord, dans l'abeille, encore une fois, jusqu'à ce qu'il soit transporté jusqu'à la ruche. Une fois ce miel stocké, l'abeille va retourner donc à la ruche et elle va régurgiter ce nectar à une autre abeille. Et en fait, ce processus de régurgitation va se faire au fur et à mesure que le miel soit mis dans le nid. Jazakallah Hania. Et donc, comme vous nous avez dit, c'est une procédure qui est faite que par les abeilles, mais vous avez ensuite dit que c'est en grande partie faite par les abeilles. Donc, j'aimerais savoir, en fait, au final, s'il y a l'intervention de l'être humain tout au long de cette procédure ou pas. Alors, comme dit, c'est l'abeille qui fait le plus grand rôle, bien sûr. L'homme va juste récolter en fait le travail final que les abeilles auront fait en amont. Et comme je disais, qu'une fois que le nectar est mis dans le nid, le processus ne s'arrête pas là. Donc l'abeille a encore du travail devant elle. Elle va éventer ses ailes pour que le liquide devienne plus visqueux, d'accord, et pour qu'il ait encore la consistance épaisse qu'on a l'habitude de consommer finalement. Et donc le but, c'est de faire évaporer toute l'eau qui se trouve dans ce liquide. Et donc c'est grâce à leurs ailes qu'elles vont faire évaporer toute l'eau.
Et après cela, une fois que ça a été fait, elles vont sceller avec un liquide qu'elles vont sécréter encore à nouveau à partir de leur abdomen, et elles vont sceller donc le nid pour finalement conserver ce miel très très longtemps, parce que il faut le protéger donc de l'air, et pour qu'elles puissent en fait se nourrir tout au long de la saison hivernale. Voilà. Vous avez très très bien expliqué cette procédure. Maintenant, j'aimerais savoir que lorsqu'on se rend dans les grandes surfaces, on voit une multitude de variétés de miel. J'aimerais savoir en fait à quoi ça correspond. Alors, lorsque vous vous rendez dans les grandes surfaces, c'est vrai qu'on a l'embarras du choix. Donc, il y a plusieurs variétés. On peut avoir du miel d'acacia, miel de montagne, du miel issu de la forêt. Donc, en fait, la classification du miel se fait par son goût, sa couleur, sa texture et sa provenance aussi. Donc il y a des miels qui peuvent provenir d'une région spécifique ou d'un pays spécifique. Voilà. Si vous voulez vraiment classer en deux grandes catégories les miels, on va distinguer les miels polyfloraux et les miels monofloraux. Avant que vous poursuiviez, j'aimerais savoir justement quelle est la distinction entre un miel polyfloral et monofloral. Alors, c'est très simple. Le miel polyfloral va avoir, elle ne va pas avoir d'ailleurs de grande majorité florale. C'est-à-dire qu'on va avoir un miel, un nectar qui a été récupéré sur plusieurs espèces de fleurs, pas une grande majorité. Et le miel monofloral, c'est tout le contraire. L'abeille est allée chercher son nectar uniquement sur une grande majorité florale, c'est-à-dire par exemple le miel d'acacia à 80% est issu de l'acacia, d'accord ? Donc la grande majorité florale, c'est l'acacia. Voilà donc la différence entre ces deux grandes catégories. Et je citerai ici d'ailleurs, par exemple, le miel monofloral qui est en ce moment très connu et qui commence à faire ses preuves. C'est le miel de Manuka, par exemple. Donc là, pareil, c'est un miel qu'on trouve uniquement en Nouvelle-Zélande ou encore en Australie et qui est produit donc là-bas. Et c'est un miel donc monofloral. Donc vous nous avez détaillé toute la procédure de fabrication du miel. Dorénavant, je viens vers vous, Maimouna. J'aimerais savoir quelle était l'utilisation historique du miel. Alors, le miel, il a une histoire qui est assez riche. Par exemple, le miel était pendant longtemps un édulcorant, c'est-à-dire un substitut du sucre, aussi un agent de guérison qui a été utilisé pendant milliers d'années par l'humanité. Et la première preuve de cette utilisation par l'homme provient d'une vieille peinture qui date d'il y a 8000 ans dans la ville de Bicor, dans la région de Valence, en Espagne. Donc, sur cette peinture, on peut voir qu'il y a un homme qui est en train de grimper des lianes tout en escaladant une falaise et récolte le miel d'abeilles sauvages. Et il y a plein d'autres peintures d'ailleurs qui représentent l'utilisation du miel par l'homme. Et toutes ces peintures importantes qui représentent des nids d'abeilles indiquent que le miel était très apprécié et considéré comme une source alimentaire importante par les premiers humains. Est-ce que vous avez donc des sources pour soutenir vos propos ? Oui, bien sûr. La première référence écrite sur miel a été trouvée dans une tablette sumérienne dans laquelle, cette tablette date de 6200 ans et qui mentionne l'utilisation du miel comme un médicament ou une pommade.
Et le miel était également largement utilisé par les Égyptiens car il apparaît fréquemment dans les hiéroglyphes qui datent au moins de 3000 ans. En fait, ils ont sans doute été les premiers à domestiquer les abeilles dans les... Ils sont les premiers à domestiquer l'abeille à miel en utilisant des ruches en argile ou en pierre. Et les Égyptiens, ils utilisaient le miel comme édulcorant aussi et comme une pommade pour les... Et non seulement ça, ils utilisaient aussi pour d'autres usages domestiques comme la momification, c'est-à-dire quand une personne il est mort, il est décédé. Donc pour conserver son corps, ils utilisaient du miel. Pour la construction des bateaux aussi, ils utilisaient du miel et de navires aussi, et comme un lien dans la peinture et les moulages métalliques. Donc le miel, qui est un produit ordinaire pour nous, il a vraiment beaucoup d'utilisations diverses. Donc j'aimerais avoir plus de détails concernant sa composition. Donc voilà, pour avoir ces détails, Hania, je me retourne vers vous. Alors, le miel a une composition chimique très complexe, mais encore une fois, pour simplifier, il est composé donc d'eau à environ 18%, d'hydrate de carbone à 80% et peut-être d'autres particules à 2%. Et encore une fois, ces proportions peuvent varier selon le type de miel, d'où le miel provient. Donc ça peut légèrement varier et surtout d'un pays à l'autre aussi. Alors ce sont des termes assez scientifiques et pour avoir, disons, l'explication dans des mots beaucoup plus simples, je me tourne vers vous très naturellement, Maimouna. Donc voilà, pouvez-vous nous apporter beaucoup plus d'éclaircissements, plus simples cette fois-ci? Oui, comme Hania a dit que le miel est composé à 80% de hydrate de carbone. Hydrate de carbone, c'est des sucres en fait qui sont composés de 3 atomes principaux qui sont hydrogène, carbone et oxygène. Et il faut savoir que les hydrates de carbone sont très importants car ils nous apportent de l'énergie qui sont utilisées par les cellules pour le fonctionnement du corps. Donc, le miel, qui a une composition qui est assez complexe, dans lequel il se trouve plusieurs types de sucres qui sont monosaccharides. Monosaccharides, c'est des sucres qui sont composés d'une seule molécule avec hydrogène, carbone et oxygène. Donc, le fructose, qui est un sucre simple, donc monosaccharide, qui est présent dans le miel à 38%. Donc, comme j'ai dit, c'est un sucre simple et qui a un pouvoir sucrant qui est nettement supérieur à celle du sucre classique qu'on utilise tous les jours chez nous. Donc, quand on utilise le fructose, on a besoin de beaucoup moins de sucre que saccharose, qui est le sucre classique. Et le fructose est aussi très intéressant pour remplacer le sucre classique et il permet de réduire le sucre saccharose quotidienne et sans interférer le goût dans les aliments. Mais ce n'est pas tout. Si il est utile en cas de diabète, c'est parce qu'il n'induit pas de sécrétion d'insuline, contrairement aux sucres, les autres sucres rapides. Et le fructose présente un indice glycémique qui est très faible. Donc, il est très recommandé pour les personnes atteintes de diabète d'utiliser fructose au lieu de sucre qui est classique. Autre composition du miel qui est glucose.
qui est aussi monosaccharide, qui est présent 31% dans le miel, qui est le principal source d'énergie pour les cellules du corps et du cerveau, qui se trouve aussi dans le miel. Et il y a 10% d'autres sucres qui sont présents dans le miel, qui sont disaccharides ou trisaccharides ou encore oligosaccharides. Et parmi ces sucres, il faut savoir qu'il y en a qui ne sont pas présents, qui ne proviennent pas du nectar, mais elles sont exclusivement fabriquées par les abeilles grâce à leur système enzymatique. Et une autre chose importante qui est dans le miel, il n'y a quasiment pas de protéines. Donc, c'est bien parce que ça empêche le développement des bactéries. Jazakallah Maïmouna, c'est nettement plus clair et d'ailleurs on apprend davantage au sujet du miel. Maintenant j'aimerais savoir que le miel qui a une composition si riche doit sûrement avoir d'autres bienfaits pour l'être humain. Rania, donc voilà, je me retourne vers vous pour avoir plus de précisions. Pouvez-vous nous citer du coup les bienfaits que ça a pour le corps humain? Bien sûr, comme on l'a expliqué tout au début, le miel, c'est un aliment qui a toujours été connu par toutes les civilisations, mais de nos jours, les scientifiques ont donc fait des recherches et on est en train de redécouvrir en fait toutes les vertus et tous les miracles que le miel peut être capable de produire. Alors, parmi les propriétés les plus connues, on a les propriétés anti-infectieuses et antibiotiques. Voilà, ces deux grandes propriétés sont les plus connues. Donc, je vais être un petit peu répétitif, mais Maïmouna l'a très bien expliqué. Donc, le miel va venir empêcher en fait la prolifération bactérienne, virale ou même fongique, grâce à une enzyme. D'accord ? Et c'est la glucose oxydase. Voilà, qui va produire donc du peroxyde d'hydrogène. Et c'est justement cet antiseptique naturel qui va venir donc empêcher la prolifération donc bactérienne. Jazakallah Hania. Donc Maïmouna, je reviens vers vous. J'aimerais savoir ce que l'islam dit à ce sujet-là, s'il y a donc des traditions du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien des récits liés au prophète de l'islam. Donc voilà, je vous laisse la parole. Alors, dans l'islam, le miel a trouvé une place très importante et très spéciale puisqu'il est mentionné dans le Saint-Coran et que le Saint-Prophète lui-même a aimé le miel. Par exemple, dans le chapitre 16 du Saint-Coran, le chapitre 16 du Saint-Coran s'appelle Al-Nahl, qui veut dire l'abeille. Et dans ce chapitre, le Saint-Coran déclare dans les versets 69 et 70 « Et ton Seigneur inspira l'abeille en lui disant « Fais des maisons dans les collines et dans les arbres et dans les treillis qu'ils construisent. » Verset 70, je cite, « Puis mange de toute espèce de fruits et ensuite suis docilement les voies prescrites par ton Seigneur. Il sort de leur ventre une boisson de nuances variées. Il s'y trouve de la guérison pour les hommes. Assurément, il y a là un signe pour des gens qui réfléchissent. » Jazakallah Maïmouna. Alors, on avait vu plus haut avec Rania les caractères de guérison. Et là, dans ce verset-là, on retrouve le mot guérison. Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail? Oui, alors dans ce verset, le mot shifa veut dire guérison, qui signifie guérison des maladies physiques, car à d'autres endroits dans le Saint-Coran, ce mot a été utilisé dans le Saint-Coran, par exemple dans le verset 58 du chapitre 10, verset 83, chapitre 17, verset 45, chapitre 41. Donc, c'est un remède pour des maladies spirituelles. Et je vais citer un verset qui est 58 du chapitre 10. « Ô homme, il vous est certainement venu de votre Seigneur une exhortation et un remède contre toute maladie qui se trouve dans les poitrines et une direction et une miséricorde pour les croyants. »
Alors, vous avez répondu à la première partie de ma question. Donc, maintenant, j'aimerais que vous répondiez à la deuxième partie qui concerne plus précisément ce que le prophète Mohammed, que paix et salut soit sur lui, dit en éloge de cet aliment. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plusieurs reprises a conseillé aux musulmans d'utiliser le miel comme remède. Par exemple, lorsqu'il dit utiliser les deux remèdes, le miel et le Coran. C'est dans le livre Ibn Majah. En fait, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est connu pour avoir utilisé le miel comme un remède. On a une tradition, comme par exemple, qui est tirée du livre Sahih Bukhari, et je vais la citer. Un homme est venu voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et a dit « Mon frère a un problème abdominal ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il boive du miel. L'homme vint pour la deuxième fois et le prophète lui dit qu'il boive du miel. Il revint pour la troisième fois et le prophète lui dit qu'il boive du miel. Il revint encore une fois et dit « J'ai fait cela ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Allah a dit la vérité, mais l'abdomen de ton frère a dit un mensonge. Fais-lui boire du miel ». Il lui fit boire du miel et il fut guéri. Jazakallah Maimouna. Donc, je me retourne vers vous, Rania. De nos jours, le miel, qui avait autant de vertus, autant de bienfaits, n'a plus les mêmes efficacités, malheureusement. Donc, pourquoi est-ce que le caractère naturel du miel est remis en cause, a été modifié ? Alors, tout simplement parce que, vous savez, nous sommes dans une société où on va accorder beaucoup d'importance à la surconsommation, à la surproduction. Donc, il faut savoir que ce soit en France ou ailleurs, on consomme plus de miel qu'on en produit. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Il faut chercher à produire beaucoup plus de miel, et cela à des prix très compétitifs. Et donc, nous avons des produits qui viennent dénaturer finalement ce miel. Donc, nous avons dans les grandes surfaces des faux miels. Voilà. C'est des produits de substitution et il faut donc faire attention que lorsque nous achetons le miel, et c'est d'ailleurs un appel, presque l'auteur fait dans l'article, donc une prise de conscience pour les consommateurs que lors d'un achat d'un miel, il faut faire attention à l'étiquetage. Nous avons des miels qui sont donc d'origine tout à fait naturelle, mais d'autres qui sont transformés. Et donc il y a des ajouts, et notamment ces miels proviennent donc d'Asie. Donc la Chine, qui est le premier exportateur de miel, parce qu'il le justement vend à des prix très compétitifs, donc ajoute pour la plupart du temps des produits chimiques qui vont venir justement altérer les fonctions du miel. Donc là, c'est un appel aux consommateurs donc à faire attention lorsque vous consommez plutôt des produits locaux donc, qui sont issus d'une source beaucoup plus fiable et donc qui va justement favoriser la préservation des abeilles qui ont un rôle important envers la nature et donc qui a toute son importance aussi. Voilà. Tout à fait. Pour pouvoir profiter des bienfaits du miel, il faut déjà dans un premier temps qu'il soit naturel, vraiment authentique et pas reconstruit synthétiquement. Jazakallah à toutes les deux et on est très ravis de vous avoir sur le plateau pour la première fois, Rania. Je vous remercie toutes les deux donc, pour vos textes très riches. Je remercie également le public et je n'oublie surtout pas l'équipe technique. Jazakallah. On se retrouve Inch'Allah pour un nouvel épisode de l'Édito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.